Face à l'urgence, les CCAS vont déployer des actions assez diverses. Première action qu'ils peuvent déployer, c'est l'octroi d'aides financières. Donc il y a 6 CCAS sur 10 qui vont délivrer, selon les besoins, donc des aides particulières spécifiques à l'hébergement et au logement. Ça peut être donc du financement de nuitées hôtelières pour aider les familles en situation de détresse, ou bien par exemple des aides aux impayés de loyers et de charges. Ça peut être donc l'octroi de ces aides financières, mais les CCAS jouent également un rôle important. Notamment, donc, il y en a 2/3 qui vont orienter des demandeurs d'aide vers le 115, donc un rôle très important dans la veille sociale de leur territoire. Il y en a aussi 44% de CCAS et de CIAS qui sont en lien avec les SIAO de leur territoire, donc pour essayer de coordonner et d'apporter les solutions disponibles sur le territoire aux besoins qui leur sont remontés. Et puis, en fonction des contextes locaux, les CCAS peuvent aussi aller plus loin et porter des structures d'hébergement et d'insertion ou des places en logement intermédiaire. Donc c'est un secteur qui est assez investi par le secteur associatif, mais les CCAS peuvent également porter de telles structures et des places. Donc il y en a 26% dans notre réseau qui sont gestionnaires de ces structures et de places. La Direction générale de la cohésion sociale considère que tous les acteurs qui peuvent œuvrer au niveau local pour la mise à l'abri des populations et l'accompagnement social des populations les plus vulnérables doivent être soutenus, mais surtout doivent être coordonnés. À ce titre, les CCAS ont un rôle très important à jouer car ils connaissent extrêmement bien la population qu'ils côtoient tous les jours, que ce soit dans les accueils de jour, au CCAS lui-même, à la mairie, ou par les liens qu'ils peuvent avoir avec les associations. En ce sens, les CCAS sont un des acteurs incontournables sur le terrain, même si l'hébergement d'urgence est organisé par l'État plutôt au niveau départemental. Mais ce qui est très important pour l'organisation de cet hébergement d'urgence et après pour l'insertion de ces publics et l'accès au logement, c'est que ce niveau départemental soit territorialisé et que le SIAO, par exemple, discute avec tous les acteurs du territoire, qu'il s'agisse des CCAS dans chaque ville ou des CIAS quand ils existent, avec les bailleurs, avec les autres acteurs sociaux comme les CAF, et que tous ces acteurs réunis travaillent dans le même but, à la fois autour de diagnostic et de planification, parce que c'est nécessaire pour arriver à dimensionner le besoin, mais aussi sur les cas individuels. Et là, les CCAS sont vraiment au cœur de l'action, puisque le cas individuel, c'est quand même leur centre d'expertise, avec un public très large, mais le public des personnes sans abri, très défavorisées ou en risque de devenir sans-abri, est un public qu'elles connaissent bien, et je pense qu'en plus, n'ont pas peur d'aller au CCAS. C'est plutôt un point d'accès qui est facilitant, et avec un contact social qui est peut-être plus facilitant que d'aller dans d'autres structures, moins stigmatisant aussi, par exemple, que d'aller peut-être à l'aide alimentaire ou dans un centre d'hébergement. Donc le rôle des CCAS, qui a été reconnu sur des champs strictement juridiques comme la domiciliation, est tout à fait nécessaire, absolument à coordonner, et tout à fait reconnu par le niveau national sur à la fois l'hébergement d'urgence, mais plus généralement l'accompagnement social des publics défavorisés. Ça a commencé, en fait, j'expliquais ce processus qui a impliqué la ville de Lons avec un groupe de militants qui ont profité d'un moment politique particulier où un maire communiste avait emporté la mairie. Et ils ont fait lobby sur lui pour créer un accueil d'urgence pour des sans-abri dans les années 80, donc ça donne déjà 30 et quelques années. Et ce maire, à l'époque, a accepté de donner des locaux, de fournir des repas chauds pour ces SDF, à condition que l'association anime le lieu. Donc tout a commencé comme ça, l'implication de la ville a commencé comme ça. Puis ensuite, cette association, ils ont été assez intelligents pour continuer à mouiller la municipalité dans cette histoire, parce que c'était une possibilité de sanctuariser cet accueil de nuit. Donc en leur demandant de salarier les premiers permanents d'accueil de nuit,
puis petit à petit, aux années 97, quand le financement est arrivé au niveau de l'État pour vraiment financer cet accueil d'urgence, cette association a proposé à la ville de gérer le centre d'accueil d'urgence sans qu'eux ils continuent à le faire. Donc ça a été vraiment un moment déterminant, c'était assez intelligent stratégiquement de faire ça. Et les maires qui se sont succédés, de toute couleur politique, n'ont pas remis en cause, et les choses se sont sédimentées petit à petit. Donc Ville de Lons accueillant d'urgence tous les SDF du département du Jura, les travailleurs sociaux qui travaillaient sur le RSA à la mairie de Lons sont devenus des spécialistes de l'accompagnement social de l'hébergement d'urgence, puisque en hébergement d'urgence, il n'y a pas d'accompagnement social dédié, donc du coup, les gens reversaient rapidement vers la ville de Lons. Et ces travailleurs sociaux qui sont devenus un peu experts du sans-abrisme dans le Jura, petit à petit ont constitué un corpus de connaissances qui a fait que tous les partenaires ont réadressé les personnes sans domicile fixe sur la ville de Lons. Donc, hébergement d'urgence. En 2000, gestion du 115, puisqu'il y avait des permanents de nuit qui étaient permanents justement toute l'année, pour répondre au 115, y compris la nuit. Et puis en 2010, le paroxysme, parce que là, du coup, les services de l'État se tournent vers la ville de Lons en demandant si on peut gérer le SIAO, service intégré d'accueil d'orientation, sur le domaine urgence et sur le domaine insertion. Donc là, c'était un challenge un peu plus complexe parce qu'il fallait mettre autour de la table beaucoup de partenaires, y compris d'autres villes qui connaissaient, entre-temps, qui avaient eu aussi des hébergements d'urgence, Dole et Saint-Claude. Et on n'allait pas aller sur ces territoires leur dire la messe au niveau sans-abri depuis la ville de Lons. Donc on a organisé un processus, moi j'ai proposé aux élus un processus très démocratique, où il y a des comités de pilotage tous les mois, dans chaque bassin de vie, qui réunissent autour de la table tous les opérateurs, de la rue jusqu'au logement pour chaque secteur. Et ces discussions permettent de faire des remontées au service de l'État, permettent d'évaluer les gens qui passent à travers nos dispositifs d'hébergement d'urgence, parce que moi je trouve que c'est très bien de savoir qui est dans l'hébergement d'urgence, mais c'est bien aussi de connaître pourquoi telle personne n'y va pas, et permettent aussi de voter quelquefois. Ils sont autonomes dans leur construction, ces comités de pilotage. Ils sont basés sur les CCAS des communes centres, et à partir de là, ils sont agrégés des bailleurs sociaux, des travailleurs sociaux de département et tous les autres opérateurs caritatifs qui peuvent avoir envie de venir s'informer sur le sans-abrisme dans leur partie. Les associations de lutte contre l'exclusion sont inquiètes de l'évolution du sans-abrisme et des situations de grande pauvreté sur les territoires. On voit un 115, qui est le numéro d'appel d'urgence, qui craque de tous les côtés, avec des taux de refus de demandes d'hébergement qui peuvent aller entre 60 et 80% des demandes qui s'expriment au 115, notamment dans les grandes villes, parce que c'est là où la demande d'hébergement et de logement d'ailleurs est la plus forte, donc une situation très critique. Un système aussi qui est un peu à bout de souffle, celui de l'hébergement et de la veille sociale, parce que à la fois l'hébergement c'est difficile d'y rentrer, mais c'est aussi difficile d'en sortir, parce que un gros problème de fluidité et d'accès au logement. Ces sujets sont évidemment des sujets qui sont partagés entre les associations et les CCAS. Historiquement, les associations gèrent, l'hébergement et la veille sociale, mais on voit aussi beaucoup de CCAS qui sont très impliqués sur ces missions, soit d'ailleurs en gestion directe, gestion de centres d'hébergement, de 115, de maraude, par exemple, mais aussi en termes de partenariat, en termes de soutien financier, en termes d'orientation des personnes. Et de ce point de vue, nous considérons que les CCAS jouent souvent un rôle, de dernier filet de protection sociale pour les personnes les plus démunies, parce que très souvent, quand on a le droit à rien, on a quand même le droit à une aide d'urgence du CCAS. Et donc, de ce point de vue, il y a une vraie continuité de l'action entre les associations de lutte contre l'exclusion qui fonctionnent aussi sur le principe de l'inconditionnalité et de l'aide, à toute personne en grande difficulté, avec les missions des CCAS qui, même si elles sont plus réglementées, vont dans ce sens de l'inconditionnalité de l'accueil et de l'aide. La crise de l'hébergement, c'est d'abord la crise du logement.
Donc, et nous demandons un effort national. Nous le demandons à l'État, mais nous le demandons aussi aux collectivités locales et nous demandons le soutien et la participation des CCAS pour un effort national sur le logement et l'hébergement. L'hébergement, notamment pour les familles, puisque dans la crise de l'hébergement, ce qu'on observe aussi, c'est l'augmentation de la demande des familles avec enfants, et qui sont aujourd'hui massivement orientées vers l'hôtel. On sait que ce sont des solutions qui sont pas satisfaisantes, qui sont maltraitantes pour les familles et qui sont coûteuses pour l'État. Il y a des CCAS qui sont évidemment amenés à orienter ces familles vers l'hôtel, voire même parfois des CCAS qui gèrent directement des dispositifs hôteliers, faute de solutions alternatives. Donc là-dessus, il y a un combat commun des associations et des CCAS pour qu'on trouve des solutions plus qualitatives, aussi plus quantitatives, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles qui n'ont aucune solution qui leur sont proposées. Donc très clairement, il faut faire un effort sur l'hébergement, il faut faire un effort sur la production de logements très sociaux et l'accompagnement social dans le logement. Pour nous, c'est la clé de réussite de la sortie de l'hébergement ou de l'accès direct au logement, d'ailleurs, des personnes en situation de grande pauvreté. Parce qu'encore une fois, le but de l'hébergement, le but de la veille sociale, c'est l'accès au logement et le maintien au logement des personnes. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui restent coincées dans les dispositifs d'hébergement et d'urgence sociale pour des problématiques, soit parce qu'il y a une pénurie de logements, soit parce que les personnes n'ont pas pu se maintenir dans leur logement. On a une croissance des expulsions locatives qui est angoissante et qui interpelle évidemment les associations, l'État, mais aussi les CCAS dans leur mission d'accompagnement social et d'aide au paiement des loyers que les CCAS exercent sur les territoires. Et puis, je parlais de l'accompagnement social dans le logement, qui est une clé, je dirais, indispensable pour l'accès et le maintien dans le logement. Évidemment, le CCAS, de par ses missions en termes de travail social, en termes d'accompagnement social, en termes de capacité à mobiliser des travailleurs sociaux, est un acteur essentiel et partenaire des associations pour faire en sorte, encore une fois, que les personnes en grande difficulté qui rentrent dans le logement, finalement, on les aide à régler tous leurs problèmes. Parce que souvent, il y a des problèmes de solvabilisation, de ressources, il y a aussi des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'accès aux droits sociaux, il y a des problèmes parfois de santé. Donc le partenariat des associations avec les CCAS pour régler tous ces problèmes, il est indispensable. L'UNCAS reflète tout à fait ce que font les CCAS aujourd'hui et ce qu'ils pourraient encore mieux faire demain. De par leur mission, les CCAS sont implantés dans les territoires et jouent un rôle de premier accueil, de proximité indéniable qui les met face à cette réalité qui est l'augmentation du besoin de réponse à des problématiques de logement, à des problématiques de domiciliation. Ça veut dire que non seulement les personnes cherchent à mieux se loger, mais en plus elles cherchent tout simplement à se loger. Donc l'UNCAS doit porter cette parole et permettre finalement à ce qu'il rentre dans les débats, dans la construction des politiques publiques concernant les mises en œuvre de politiques d'hébergement, voire même de logement. Ça veut dire aussi que concrètement sur le terrain, il faut qu'il y ait une participation des CCAS à la construction de réponses locales concertées avec les partenaires. Ça veut dire un travail en partenariat, un travail en réseau, un travail même de soutien aux acteurs si besoin est, qui permet ensemble de construire des politiques territoriales qui soient pertinentes et adaptées aux besoins. Je pense que les CCAS doivent jamais oublier qu'ils sont des établissements publics administratifs, mais le président de chaque CCAS est le maire de la commune. Donc il faut absolument que les CCAS articulent leur vision de leur action avec celle de la commune et faire en sorte que le maire, qui est président du CCAS et en même temps premier magistrat sur la ville, soit volontariste sur ces questions si on veut faire avancer la difficile question aujourd'hui, extrêmement complexe aussi à résoudre, de réponse locale
aux problématiques de l'hébergement et du logement.